Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture XXL. Et aujourd'hui, j'avais envie de garder une petite capsule de mon premier Zadie Smith, qui s'avère aussi être son premier roman. Si vous avez envie d'un roman dynamique, réflectif et qui marque dans le temps, je ne peux que vous recommander Sourire de loup en français ou White Teeth de Zadie Smith. Aujourd'hui, je me suis mise aux couleurs de Madame pour vous parler de son premier roman. C'est un roman que l'on qualifie de maximaliste. Maximaliste par son ambition, puisqu'il a été écrit au 12 âge de 19 années. Et oui, messieurs, mesdames, certaines personnes sont vraiment talentueuses. Maximaliste par sa taille, il fait 500 pages, un petit peu plus en anglais, 700 en français, parce qu'on aime les mots. Également via son ambition, puisqu'il cherche à représenter le Londres nord-ouestien des années 1970 à 1990, voire début du 21e siècle. On est aux portes des années 2000. Et surtout, la quantité de sujets traités vous ravira. Ici, on va parler à la fois de culture, de religion, de liens familiaux, de classe sociale et économique, des racines, de la relation au passé, du sentiment d'étrangeté, de ce que nos actions disent de nous, de génome et de manipulation scientifique, ainsi que de notre rapport au temps. En réalité, c'est un livre qui questionne le destin. Est-ce qu'il existe ? Est-ce que nous sommes condamnés à être ce que nous sommes, ou est-ce que nous avons un choix, un libre arbitre ? Le tout autour de deux familles, les Iqbal et les Smith, que la famille Chalfen vient mettre en instabilité et questionner la notion même de choix via sa souris du futur. Le livre est divisé en 4 parties, et chaque partie tourne autour d'un personnage, et notamment autour de 2 dates. Une date présente et une date passée qui va nous permettre d'exprimer les racines et de comprendre pourquoi ce personnage est comme il est, pourquoi aujourd'hui il agit comme il agit et ce qui est important pour lui et pour sa famille. Nous avons d'abord Archie qui va jouer entre 2 temporalités, 1974 et 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, où il va rencontrer Iqbal Samad, son meilleur ami, ce Bengalais absolument fantasque avec une grammaire incroyable et un vocabulaire très riche qui va finalement lui partager ses avis très tranchés sur la vie et sur ce qu'on est en tant qu'humain. Et à côté de ça, nous avons le bon Archie, le petit anglais qui ne parle pas beaucoup, qui joue sa vie à pile ou face. Mais surtout, ce livre s'ouvre sur l'envie de suicide d'Archie, qui estime qu'après son récent divorce, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Non pas parce que ce divorce lui a brisé le cœur, mais parce qu'il ne sait pas vraiment quoi faire de son quotidien. Au cours de cette première partie, nous allons expliquer les liens d'amitié entre Archie et Samad, et j'ai trouvé que c'était une partie qui était très particulière, dans le sens où je n'avais pas nécessairement envie de continuer le livre après, mais la façon dont Zadie Smith écrit, et la présentation du personnage de Samad avec beaucoup de réflexions sur nos valeurs, ce que l'on doit transmettre, pourquoi est-ce qu'on est sur cette planète, m'intriguait suffisamment pour le continuer et arriver à cette seconde partie dont j'avais extrêmement envie, celle de Samad en 1984 et qui va jouer avec le passé 1857 et son ancêtre dont il nous rabat les oreilles depuis des pages et des pages et des pages. Comme je le disais, Samad, c'est un Bengalais. Il a immigré au UK il y a plusieurs années. Il s'est battu pour les UK pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui et Archie ont une amitié qui est liée autour du fait qu'Archie aurait tué un nazi, un docteur nazi eugéniste. Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que franchement, Archie, c'est pas le plus courageux, ce n'est pas celui qui a envie de marquer l'histoire, contrairement à son nouvel ami Samad. Ils se sont retrouvés tous les deux perdus au milieu de la campagne avec leurs supérieurs qui se sont fait tuer. Ils n'ont pas vu la fin de la guerre et ils ont l'impression, en tout cas Samad a l'impression que la guerre leur a échappé. Leur occasion de marquer l'histoire leur a échappé et pour Samad c'est très important de continuer l'héritage de son arrière-grand-père dont je ne me souviens pas le nom, qui lui aurait marqué l'histoire du Bengale. Et donc, lorsqu'ils croisent des Russes qui leur apprennent qu'un docteur nazi s'est enfui, Samad pense que c'est le rôle d'Archie, l'anglais, d'aller tuer ce nazi
pour marquer l'histoire et pour réussir sa guerre, en fait. Et on entend un coup de feu. L'a-t-il tué? Nous ne savons pas, mais il rejoint et cette amitié est liée à vie et pour les 40, 50, 70 prochaines années. On les retrouve donc en 1984 dans la partie de Samad après leur mariage respectif. Samad dans un mariage arrangé avec Alsana à qui il était promise depuis avant la naissance de celle-ci et Archie que Samad a poussé à se remarier et qui aura choisi Claire Bowden, une Jamaïcaine. En tout cas, une femme d'origine jamaïcaine qui est au UK depuis longtemps et qui vient d'une famille de témoins de Jéhovah. Ici, on commence à voir des différences entre les différentes couleurs de peau et des différences de religion, puisque Samad est musulman, qu'il essaye de vivre selon ses principes, et que bien sûr c'est difficile, comme chaque personne religieuse, il est extrêmement difficile de suivre vraiment le dogme de la religion. Claire et Archie sont athées. Donc, les deux familles se croisent et vivent ensemble les unes avec les autres avec leurs différences culturelles, de couleur de peau, de conception de la vie, mais aussi de religion. Au milieu de tout ça, ces deux hommes qui sont donc mariés avec des femmes bien plus jeunes qu'eux vont avoir des enfants. Samad va avoir Magritte et Milat, qui sont donc des jumeaux, et Claire et Archie vont avoir Airi, une petite métisse. Ces jumeaux vont être le cœur d'un chapitre dont j'adore le nom, qui s'appelle Mitose, pour la séparation de deux cellules, puisque Samad va prendre la décision de séparer ses jumeaux à l'âge de 13 ans, il me semble. Un sera envoyé au Bengale et l'autre restera au UK. Et c'est là que l'expérimentation commence entre la culture et l'inné. Samad pense que le premier de ses fils de 2 minutes qui va aller au Bengale sera enfin le bon musulman, le bon bengalais, il parlera la langue, il comprendra la culture et en fait il essaye de vivre un peu par procuration à travers Magritte. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi simples puisque sur place les choses vont aussi changer et ici au UK il perd un peu le contrôle de son autre fils, Milat, qui est complètement dans la délinquance. Il fume, il vend de la drogue, il couche, il fait des trafics, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait, mais on comprend que c'est un peu un bad boy, et tout le monde l'adore pour ça. Ou en a peur. Au milieu de cela, on a la petite Airi, qui, évidemment, tombe amoureuse de Milat. Et en réalité, elle était plus amoureuse de Magritte, mais vu qu'il est parti, son amour se reporte sur l'autre, et vu que ce sont de vrais jumeaux, peu importe. Elle se cherche, la petite Airi, et elle va beaucoup se chercher, et je dois avouer que ça a été mon personnage préféré, évidemment parce que elle est métisse, elle a eu des problématiques auxquelles j'ai aussi fait face, et c'est ce qu'on voit dans la troisième partie. Donc cette troisième partie, qui se passe dans le présent en 1990, et dans le passé en 1907, tourne autour d'Airi, cette jeune anglo-jamaïcaine qui aimerait faire partie de la classe moyenne et qui est en fait une transfuge de classe en devenir, qui va rencontrer les Chalfen avec Milat, puisqu'ils se sont fait prendre tous les deux en train de fumer des substances illicites dans la cour du lycée. Et donc les Chalfen vont les aider à passer leurs examens, vont les aider à sortir potentiellement de leurs conditions de personnes pauvres. Et je parle comme ça parce que la famille Chalfen les considère un peu comme un projet, notamment la mère, Joyce, qui a des remarques absolument désagréables et qui les prend vraiment presque comme des petits animaux comme ça qu'elle s'amuserait à réadapter à la société et elle a besoin de malheur parce que sa vie se passe trop bien, ses enfants sont trop bien éduqués, ils sont trop intelligents, l'école se passe trop bien, son mari est incroyable et son mari, Marcus, manipule les gènes avec adresse. Marcus est un personnage qui est présent, mais auquel je n'ai pas beaucoup prêté attention, alors même qu'il va devenir central. Il développe donc son projet de souris, dans lequel il pense qu'il a réussi à manipuler les gènes pour définir à quelle période de la vie de la souris elle allait développer un cancer, un changement de couleur de peau et la mort. Et donc, avec l'aide de Magritte, donc ce jumeau qui a été envoyé au Bengale, qu'il va faire revenir, puisqu'après une correspondance de plusieurs années,
il est tombé totalement amoureux du cerveau de ce jeune homme qui fonctionne à la perfection, ce jeune homme qui, malgré ce que son père aurait souhaité, est totalement éloigné de la culture bengalaise et obsédé par la culture anglaise, comme c'était déjà le cas à l'époque lorsqu'il était petit et qu'il se faisait passer pour un certain Mark Smith auprès de ses amis, Magritte revient. Mais ça ne sont pas les retrouvailles adorées, ce ne sont pas les retrouvailles fantasmées que l'on aurait pu imaginer, pas du tout. Marcus est là, et Marcus est là parce qu'il veut travailler avec le cerveau de Magritte. Et ensemble, ils vont réussir à rendre ce projet public et à faire une exposition pour montrer ce dont la science est capable. Pour eux, c'est juste un projet scientifique qui pourrait changer le monde, puisque c'est aussi une façon de manipuler le génome qui permettrait, selon eux, de vaincre des maladies, des cancers, etc. Mais pour d'autres, ça ne se passe pas comme ça. Et les autres, ce sont notamment tous les personnages qui ont tourné autour de nos personnages principaux, à commencer par la grand-mère d'Airi, cette Jamaïcaine à l'accent absolument incroyable, qui est donc témoin de Jéhovah, et qui trouve que ce projet va à l'encontre des lois de Dieu. Samad est totalement d'accord avec cela, pas pour le même Dieu, mais aussi pour des raisons religieuses. Mais le plus extrême là-dedans, c'est en réalité Milat qui a rejoint un groupe de fondamentalistes musulmans qui s'appelle Kevin, et ça c'est vraiment pour la blague parce que l'acronyme est nul, qui s'appelle Kevin et qui va décider de mener un attentat. Mais en plus de cela, vous avez Josh, le fils des Chalfen, le fils qui était amoureux d'Airi évidemment, qui a rejoint un groupe de protection des droits des animaux, donc l'équivalent de L214, et qui vont, eux, plutôt se battre pour la souris, dont on a manipulé les gènes, parce que c'est une atteinte à ses droits fondamentaux. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de sujets, même jusqu'aux droits des animaux, au véganisme, au végétarisme. Tout cela va culminer au moment de la 4e partie, qui s'appelle Magritte, Milat et Marcus, donc la science contre l'intégrisme. Tout le monde va s'organiser pour aller clairement soit tuer Marcus, soit tuer le docteur qui l'accompagne, soit tuer cette souris, ou la sauver. Et au cours de ce chapitre se joue énormément de réflexions autour de la culture, de l'apprentissage, de l'éducation de nos enfants, de la science, de la religion, et des objectifs un peu contraires qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. C'est un chapitre que j'ai trouvé intéressant, mais qui m'a pas plus marqué que ça, parce que j'ai vraiment adoré le personnage d'Airi. Encore une fois, je suis biaisée, puisque j'imagine qu'elle me ressemble un peu, en tout cas sur certains aspects, et je veux donc revenir sur sa partie à elle, parce que dans sa partie, on parle aussi des normes de beauté. Normes de beauté, quand on grandit dans les années 90, en Europe, et qu'on est métisse, eh bien ça ne rentre pas, et notamment parce que Airi, elle a beaucoup de formes, elle a des hanches, elle a de la poitrine, elle a les cheveux frisés, elle a une afro, et elle n'arrive pas à se trouver belle. Elle veut les cheveux lisses et roux. Ce que je trouve très drôle parce que j'ai voulu avoir les cheveux lisses et roux. Et j'ai trouvé ça fantastique de le retrouver dans un livre. Et parfois, voilà, on pense qu'on est tout seul à vouloir des choses, on pense qu'on est tout seul à traverser des choses. Et merci la littérature, ça n'est pas du tout le cas. Bref, dans cette partie, il y a toute une réflexion autour du cheveu et du fait qu'Airi ne pense pas que ses cheveux puissent être jolis et du coup elle va chez le coiffeur pour se faire un défrisage. Un défrisage, ça se fait avec de la soude, ça brûle les cheveux. C'est la première fois qu'elle le fait, elle les perd, et en fait, elle rentre chez elle, et il s'avère que les gens lui disent « Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ils étaient si beaux, tu étais si belle. » Et elle a cette citation « Airi ne savait pas qu'elle était jolie. » Ici, c'était l'Angleterre, un énorme miroir. Et là, c'était Airi, sans réflexion. Et j'ai trouvé que c'était très bien résumé le fait de parfois ne pas correspondre aux stéréotypes et de ne pas réussir à trouver sa place, et donc plutôt que d'essayer de trouver des astuces, comme certains l'ont fait très intelligemment, et bien d'autres, comme Airi et comme moi, vont essayer de se conformer ou de trouver des solutions pour être plus proche de la norme. D'ailleurs, sa partie s'ouvre sur le fait que si vous voulez perdre du poids, vous pouvez appeler ce numéro parce qu'on vous propose aussi de gagner de l'argent. Et là, on va traiter de l'exploitation qui tourne autour de la misère et des insécurités physiques.
Notamment Airi, lorsqu'elle va se faire les cheveux et qu'elle les brûle, et du coup ils trouvent une solution avec des vrais cheveux, ils vont acheter des cheveux d'indiennes qui les vendent en fait. Et donc c'est de l'exploitation d'indiennes, de bengalaises, de pakistanaises qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui n'ont que leur chevelure à aller vendre et qui vont le faire puisque il faut bien manger. D'ailleurs, si vous avez des enfants métis et que parfois vous ne savez pas nécessairement comment naviguer ces questions, de se retrouver dans la société, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui les sociétés sont quand même plus métisses, j'ai aussi l'impression que bien sûr il existe encore des insécurités, il existe encore des problématiques, mais moi un livre que j'avais adoré, c'était Entre chien et loup de Mallory Blackman. C'est une série en 4 livres et je crois qu'il y a un 5e qui est sorti il y a quelques années, en 2021 il me semble, ou un petit peu avant. Et c'est en fait une série, c'est une science-fiction pour adolescents où la position dans la société des années 90, je précise, entre les noirs et les blancs était inversée. Donc il y avait une majorité de noirs et une minorité de blancs. Et moi ce qui m'avait vraiment marqué, c'était à quel point l'autrice va travailler sur toutes ces petites choses qui font qu'on n'est pas à l'aise dans la société, comme la couleur des pansements, qui est faite pour les personnes belges et pas pour les personnes marrons ou pour les personnes noires ou asiatiques. Ça, j'avais trouvé ça absolument fantastique. Si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi une citation qui apparaît 2 fois dans le livre et qui dit « Tous les instants arrivent 2 fois, à l'intérieur et à l'extérieur, et ce sont 2 histoires extrêmement différentes. » Ici, on parle d'intimité et de savoir ce qui se passe au fond de nous, de comprendre ce qui nous habite et ce qui nous interpelle. Et est-ce que ce serait le moment de vous recommander de lire La Chute d'Albert Camus, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas recommandé un Camus. C'est vraiment une citation, et Airi en est le personnage représentatif, qui explore justement cette relation à l'intimité, à ce qu'on est, à ce qu'on veut offrir aux autres, et ce qu'on est capable de donner. Je vous laisse réfléchir. Mais j'ai trouvé ça assez marquant et je pense que j'y repenserai encore dans ma vie. Après, il y a un personnage qui a énormément marqué le livre. Pour moi, c'est Samad parce qu'il a des réflexions sur l'héritage. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui avaient une notion d'héritage et de valeur, de transmission qui était très importante dans leur famille et je trouve ça assez intéressant d'avoir une colonne vertébrale comme ça qui nous guide. Je pense que Samad la pousse beaucoup trop loin puisqu'il va jusqu'à presque bannir ses enfants s'ils ne correspondent pas à leur canevas. C'est toujours le problème du dogmatisme et de l'intégrisme, d'une certaine façon. Je sais pas si on peut vraiment dire que Samad est intégriste, mais en tout cas il est extrême. Et il y a plusieurs citations que je veux vous partager. La tradition mène à la culture et la culture aux racines. Et elles sont bonnes. Et la façon dont c'est écrit, donc ça finit par « and they were good », j'ai trouvé que c'était très biblique. Dieu créa le monde et il vit que c'était bon. Et il vit que c'était bon. J'ai trouvé que c'était très biblique et que ça apparaissait donc comme quelque chose de dogmatique. On ne peut pas remettre en question ni la tradition, ni la culture, ni ses racines. C'est extrêmement compliqué quand on vit dans une société comme les UK qui n'est pas du tout la nôtre. C'est même impossible. Alors là, pour compléter ça, il dit que les hommes sont des créatures de conséquence. Et je suis assez d'accord. Nous sommes ce que nous faisons. Nos actes représentent qui nous sommes. Nous pouvons parler, mais nous sommes le résultat des actions de nos ancêtres, de notre planète et des choses qui se passent, qui nous arrivent et que l'on fait. J'ai trouvé aussi que cette phrase était très intéressante parce que, en réalité, Samad, c'est un personnage qui est 100% orienté vers le passé. Tout ce qu'il fait s'explique par ce qu'il est et par ce qui a été de sa famille. Mais il a du mal à se projeter en avant. Il a du mal à imaginer un futur et il refuse aussi l'interculturalité de ses enfants. Il y a un manque de tolérance et d'empathie envers sa femme, envers ses enfants. Il n'a aucun problème à créer des différences d'amour ou de relations entre ses différents enfants qu'il va encenser ou critiquer. Et il vit, comme nous tous, avec un filtre devant les yeux qui lui empêche de voir certaines choses, ou en tout cas où il refuse de voir certaines choses. Ce qui est assez drôle parce que lui qui se prétend très musulman, croyant, blablabla, il va en fait tromper sa femme avec une anglaise, beaucoup s'éloigner, il boit, il prend des drogues, enfin c'est vraiment très particulier. Je pense qu'une chose qui l'énerve le plus, c'est lorsqu'il dit à un de ses fils « Pourquoi est-ce que tu essayes toujours d'être quelqu'un que tu n'es pas ?» Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il refuse. Il refuse cette tradition, mais en réalité, cet enfant, il grandit entre 2 cultures. Il habite au UK, donc il a la culture UK, et il a des parents bengalais, donc il est aussi bengalais. C'est un enfant métis. Mais pour Samad, la réconciliation est impossible maintenant qu'ils ont émigré, et il dit donc que ce sont des personnes qui sont coupées en 2. Et souvent, c'est un peu
Enfin, je trouve par exemple, moi, que je l'expérimente aussi de ressentir parfois qu'on est deux choses qui sont contraires et qui peuvent pas se rassembler, et j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une vie. C'est peut-être plus marqué dans des situations d'immigration ou de métissage, parce qu'on a vraiment deux cultures qui nous composent, qui nous constituent et qui nous forment. Mais je pense que c'est vrai de tout le monde, parce que entre ce que vos parents attendent de vous et ce que vous êtes, ça peut être deux choses qui peuvent être contraires, mais vous n'avez pas nécessairement envie de renier vos parents, mais vous n'avez pas envie de renier qui vous êtes. Donc il faut réussir à naviguer, à trouver un équilibre entre ces deux choses. Et à ça, sa femme lui répond, enfin sa copine lui répond: parfois nous trouvons que la musique d'autres personnes est étrange, parce que c'est leur culture et qu'elle est différente de la nôtre. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi bon que celle que nous aimons. Et sa femme, Alsana, elle va avoir cette phrase qui n'est pas hyper percutante, mais qui m'a beaucoup marquée, et qui dit: à la fin, ton passé n'est pas mon passé, ta vérité n'est pas ma vérité, et ta solution n'est pas ma solution. C'est une citation qui est un peu triste, parce qu'elle elle explique aussi que, en réalité, on n'est pas vraiment fait pour vivre ensemble. J'ai l'impression que la multiculturalité est un challenge qui est presque une utopie, et qu'il est très difficile de trouver des terrains communs, et qu'il va falloir faire preuve d'extrêmement de bonne volonté et de travail pour réussir à créer un monde dans lequel tout le monde se sent à sa place et est respectueux d'autrui. Mais en se renfermant dans ses dogmes et dans ses croyances, qu'elles soient religieuses ou éthiques, idéologiques, peu importe, eh bien on n'arrivera jamais à aller là-bas. Et vouloir convertir, vouloir forcer quelqu'un dans notre réflexion, ça n'est pas nécessairement bon pour le vivre ensemble. Je ne sais pas. J'avoue que j'ai beaucoup de mal en fait à tirer des conclusions de ce livre. Je pense que c'est un livre qui se relit parce que il mérite de voir comment évoluent nos réflexions. Je n'aime pas cette citation, pour être très honnête, parce que je la trouve absolument fataliste et que ce n'est pas mon caractère. Je pense qu'il est possible de vivre ensemble, mais je pense qu'on a besoin d'apaiser beaucoup de choses pour cela. Oui, et en fait, j'ai trouvé aussi qu'avec cette citation de « ta solution n'est pas ma solution », et le point culminant du livre, donc qui va être cet événement où on présente la souris du futur, dont je vous ai très peu parlé, mais parce que ça ne m'a pas nécessairement plus marqué que ça, alors que je crois que c'est vraiment central dans le livre, mais j'étais beaucoup plus concentrée sur les sujets sociétaux, autres que l'eugénisme, hein, clairement, parce que c'est ce que c'est. C'est que cette citation liée à ce point culminant, en réalité nous montre, quand on va trop loin dans le dogmatisme, on court à la censure, puisque là c'est ce qu'ils essayent de faire en tuant Marcus Schalfen, ou en tout cas en l'empêchant de parler. C'est de la censure, c'est l'empêcher de s'exprimer, contraire à certaines valeurs françaises par exemple, qui sont la liberté d'expression. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir quelle forme ça pouvait prendre en fait, cet énervement et ce refus de voir quelque chose que quelqu'un a créé, parce que ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans nos livres, dans nos croyances, et dans ce que l'on ressent en fait au fond de nous. Donc voilà pour les citations que j'avais envie de vous partager. Maintenant, j'ai quand même envie de dire que ce livre, je l'ai trouvé étrange dans le sens où il n'est pas hyper abordable tout le temps, mais je l'ai vraiment quand même dévoré. Je l'ai lu en un peu moins de 2 semaines. Je l'ai pas mal annoté. Et après, j'ai dû regarder beaucoup d'analyses pour comprendre justement cette réflexion autour de l'eugénisme. Parce que cette souris, donc c'est de l'eugénisme, et à la fin, on se rend compte que la personne avec qui travaille Marcus Schalfen, c'est le docteur nazi qu'Archie donc n'a pas tué. Et les nazis et l'eugénisme, c'est quand même quelque chose. Donc en fait, j'aimerais presque relire ce livre pour faire une analyse avec un point de vue un petit peu plus génétique, pas dans le sens génétique, mais toutes ces croyances autour des gènes, notamment Joyce Schalfen qui pense à chaque fois que les gènes expliquent tout et que elle, dans sa famille, doit avoir des gènes de la réussite parce qu'ils arrivent tous à faire leurs études, alors que, bon, aujourd'hui, on tend plutôt vers une explication sociale, qui est que plus on a des gens qui ont fait des études autour de nous, plus on va réussir à faire des études, plus on a les ressources, plus on a le temps, plus on a l'environnement satisfaisant, et puis quand on a des moyens financiers, c'est aussi plus facile de se concentrer sur ses études que sur des questions primaires avec la pyramide de Maslow, etc. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant aussi de voir un peu le déterminisme social qui est présenté et ce qui serait possible de changer ou pas. Après, bien sûr, il y a une réflexion sur l'eugénisme, sur est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, on peut pousser jusqu'à plein de réflexions. Bref, il y a vraiment 1000 sujets qui seraient à traiter là-dedans. Et ce que j'ai trouvé peut-être le plus intéressant, c'est d'avoir écouté des interviews de Zadie Smith, donc l'autrice, qui expliquait que aujourd'hui à 50 ans, donc elle fête les 25 ans de ce premier roman, elle a 25 ans de carrière, et en fait elle a
presque complètement arrêté d'écrire parce qu'elle s'est rendue compte lors du confinement que cette vie qu'elle menait au quotidien, donc très solitaire, enfermée chez elle à écrire, était la vie que les gens révéraient pendant le confinement, et elle s'est dit mais attendez, vous critiquez cette vie, mais moi c'est ma vie, donc qu'est-ce que je suis en train de manquer? Bref, elle a décidé de sortir un peu de son bureau et d'aller vivre, et elle disait qu'en fait, elle trouvait que c'était un busy book, donc il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, peut-être beaucoup trop, et elle disait I'm happy for her that she wrote this book, but I'm not her anymore. Et je trouvais ça assez fameux de se dire que on évolue, on change, et les sujets qu'on aborde, la façon dont on les aborde, est très différente et changeante au cours des années, même si c'est quelque chose qu'on sait, j'aime bien qu'on me le rappelle. Pour finir, j'aimerais relier ce livre à des œuvres d'art. Enfin, je ne sais pas si on peut les appeler des œuvres d'art, moi je trouve que c'est des œuvres d'art. Il y a quelques temps, j'étais sur Instagram, et il y avait ce jeune homme, donc je vous mets les photos ici en passant, qui peint. Et il a peint des personnages indiens. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une sensibilité particulière pour l'Inde, comme la plupart des gens qui ont été. C'est vraiment un pays que je trouve très beau, avec des gens qui sont en fait très photogéniques, j'ai envie de dire. C'est vraiment bon, enfin là ça va être mon petit œil de mini photographe, mais qui capte la lumière. Il y a des lumières, des couleurs, des textures qui sont quand même assez incroyables, je trouve, en Inde, et j'ai vraiment eu un énorme plaisir à prendre des photos là-bas. Et donc avec ses peintures, enfin avec ses dessins où il prend le personnage et il ajoute autour tous ces détails qui représentent en fait ces personnages. J'ai trouvé ça fameux, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'avais l'impression justement que Zadie Smith dans ce livre fait un très bon travail de réussir à donner à chacun sa voix. Donc que ce soit au niveau des accents, de la grammaire, du vocabulaire, mais aussi on imaginait presque les mouvements de tête, les accents, les façons dont il s'habillait. En fait, on ne l'imagine pas, elle nous le dit, mais c'est tellement bien fait que on a l'impression que c'est nous qui l'imaginons. La plume était extrêmement maîtrisée, que l'écriture était très belle. Il y a énormément de citations que j'ai trouvées absolument fantastiques. Si vous pouvez le lire en anglais, je vous le conseille, parce que vraiment, je pense qu'il n'y a rien de plus fameux que l'accent londonien à l'écrit, et qu'en anglais, en français, je ne vois même pas comment c'est retransmissible. Et surtout, si vous le lisez, prenez le temps. Prenez le temps d'annoter, prenez le temps de réfléchir, profitez, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le seul livre de Zadie Smith qui est comme ça. Un busy book qui prend, je pense que son attention aux détails, donc comme ce monsieur, de savoir quel, par exemple pour la photo de la femme qui nettoie la rue, de voir de quelle couleur est son chasuble, qu'est-ce qui est réfléchissant, qu'est-ce qu'elle ramasse, où est son bindi, la façon dont elle est coiffée, les petits cheveux qui tombent, enfin tout est très délicat, tout est très bien fait. Le type de balai qu'elle va utiliser avec le policier, avec son chien qui est aussi découpé, enfin une attention aux détails pour une femme de 19 ans qui est capable de se mettre dans la tête d'un vieil homme d'une soixantaine d'années qui trompe sa femme. Mais quel génie! Et donc je n'ai qu'une hâte, c'est de lire plus de Zadie Smith. Je crois qu'elle a un certain talent, et si elle a arrêté d'écrire, tant pis, mais je serais ravie de continuer à la découvrir. Je vous laisse, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu, ou de cette vidéo, si ça vous donne envie, si vous avez d'autres livres de Zadie Smith que vous recommandez. En attendant, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!